Ce qui est hors de portée, et plutôt heureusement hors de portée, c'est la définition une fois pour toutes du futur. Même si on ne croit pas, même si on se croit très rationnel, en fait, on fonctionne à partir d'un imaginaire. Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Bonjour Daniel. Bonjour. Bienvenue sur Sismic. Merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? En quelques mots, je suis une sorte d'entrepreneur, puisqu'en fait j'ai passé ma vie à créer les structures dans lesquelles j'ai travaillé, parfois sous la forme d'entreprise, et depuis une vingtaine d'années plutôt sous la forme d'associations, think tank, do tank, laboratoire de recherche indépendant, réseau, et en particulier donc j'ai co-créé et dirigé la FING, Fondation Internet Nouvelle Génération, donc en 2000 et dirigé jusqu'à la fin 2016, avant de partir sur la question des imaginaires du futur, dans le cadre d'un projet qui est en cours de lancement, qui s'appelle l'Université de la Pluralité. D'accord. Donc tu as l'initiative de cette FING, qui est un think tank pour anticiper les transformations numériques. Comment et aujourd'hui donc le Plurality University qui fait un peu référence, et on en reparlera par contradiction peut-être à la Singularity University qui est quelque chose d'assez connu qui est aux États-Unis et qui s'intéresse donc aux grands défis d'aujourd'hui et de demain. Je voudrais un peu mieux comprendre quelle est la genèse de ces deux projets et peut-être quel est le lien entre les deux et comment tu as fait la transition en fait, comment tu es passé de la FING à ce nouveau projet. Le mot transition est bon parce que c'est probablement autour de celui-là que la transition s'est faite. Donc la FING, on l'a créée donc fin 99, formellement le 30 décembre 99, quelque chose comme ça, autour d'un moment particulier de l'Internet, puisque ça s'appelle la Fondation Internet Nouvelle Génération, qui était le basculement vers le haut débit, qui voulait dire aussi la connexion permanente. C'est-à-dire, on ne sait plus aujourd'hui, mais à l'époque, pour se connecter à l'Internet, on avait à côté de l'ordinateur un appareil qui s'appelait un modem, on composait un numéro de téléphone, ça faisait un bruit horrible, et on était connecté. Mais donc en général, ça veut dire qu'on était par défaut pas connecté, sauf quand on décidait de l'être. Et d'un coup, on est passé à un monde dans lequel un appareil électronique était plutôt en général connecté. Donc ça, plus l'Internet mobile. Et donc on avait l'intuition qu'on changeait complètement que l'Internet changeait complètement de nature, et que c'était le moment de passer pour la France, c'est une organisation française, d'une phase où au fond, on suivait, on avait découvert cet Internet qu'on n'avait pas du tout anticipé, il a fallu le comprendre, il était question sans arrêt de rattrapage, et donc on se disait, là, comme on passe à une autre ère, c'est le moment de passer dans les wagons de tête, voire dans la loco, c'est-à-dire d'inventer plutôt les services, les usages, les concepts du monde numérique qui s'ouvrent, sur lequel les cartes se rebattent. Et donc, ça a été depuis le début l'idée de la FING en évoluant petit à petit. Donc voilà, le laboratoire de pensée, mais aussi d'action, en évoluant petit à petit vers une prise en compte des questions beaucoup plus centrées sur des questions économiques ou sociales et leur interaction complexe avec le numérique, plutôt que sur l'idée qu'on conteste pas mal d'ailleurs d'impact du numérique, c'est-à-dire d'un numérique qui existerait tout seul magiquement et qui arriverait sur la société pour dire ça va changer comme ça et puis ça comme ça, etc. Et donc petit à petit, on a commencé justement à s'intéresser plutôt aux transformations des villes, au vieillissement, aux transformations des lieux, des habitats, etc. Il y a toujours aussi parfois des questions un peu plus numérico-numériques, par exemple sur les données personnelles, où on a essayé d'imaginer un monde dans lequel et d'expérimenter, c'est devenu maintenant un réseau international, un monde dans lequel toi, moi, on ne serait pas seulement à essayer d'éviter que d'autres gens fassent des trucs pendables à partir de nos données, mais où on pourrait se servir nous-mêmes de nos propres données à nos propres fins, ce qu'on appelle mes infos. Donc voilà un certain nombre de choses. Essayer de penser au départ, c'était penser numérique, après c'est penser le monde dans un environnement où
Oui, le numérique est partout, quelque part. Quelque chose comme ça. Et on essayait souvent de faire ce retournement-là. Et dans ce cadre-là, en 2011, je crois, on a lancé un cycle de prospective. Jusqu'ici, on n'utilisait pas le mot de prospective, on était plutôt dans l'innovation, la transformation, la réflexion, l'expérimentation. La FING l'est toujours. Mais on a décidé à un moment de parler clairement de futur avec des méthodes et des angles un peu particuliers. C'est un cycle qui s'appelle Questions numériques qui continue et où là on a commencé à essayer de regarder un peu plus en effet le destin de ces transformations, les chemins que les choses pouvaient prendre, le lien entre les actions qu'on pouvait mener et les chemins que les choses pouvaient prendre. Et en 2015, le sujet, je raccourcis l'histoire forcément, mais le sujet, l'angle choisi était celui des transitions, c'est-à-dire de la question des transformations à l'échelle systémique. Avec ce constat qu'on faisait de manière assez forte, qui est que le numérique change énormément de choses à une échelle relativement micro, mais que sauf sur la structure des marchés économiques, mais que quand on regardait par contre, je sais pas, les systèmes éducatifs, le fonctionnement des villes, la réalité des mobilités quotidiennes, etc., en fait, c'était quand même beaucoup moins différent que ce qu'on imaginait, et c'était encore plus vrai, évidemment, si on commençait à regarder la question écologique et tout ça. Donc, on s'est posé la question de la transformation systémique, qui nous a amené ensuite à lancer un programme qui s'appelle Transition au carré, sur le lien, ou plutôt la difficulté du lien entre la transformation numérique, ou la transition numérique, comme on l'appelle souvent, et la transition écologique, autour d'une provocation qui était partiellement injuste, mais pas complètement, et qui en tout cas a pas mal mobilisé le monde, qui était de dire le numérique... c'est la grande force de transformation du moment. Elle sait tout changer, mais elle sait pas en quoi. Et l'écologie, c'est quasiment le contraire. On sait en quoi les choses devraient changer, mais on sait pas comment. Et donc on se disait, voilà, on a une force, on a une force sans but et un but sans force quelque part. Est-ce qu'on pourrait essayer de marier les deux? Après, on s'est aperçu que c'était compliqué, que cette complication, elle était à la fois dans les modèles, dans les acteurs et dans les têtes des uns et des autres, des gens qui venaient du numérique, des gens qui venaient de l'écologie. Ce qui m'a amené à travailler sur les imaginaires, d'où ce que je suis en train de faire maintenant. Donc ça t'a élargi vraiment ton champ de vision, c'est-à-dire que t'es parti sur la problématique écologique puisque t'en parles, mais qui est sorti qui t'avait pas de lien évident avec le numérique au départ. Tu te dis il y a cet enjeu là qui est là. Comment cette technologie numérique peut servir cet enjeu, et ça a ouvert plein de questions qui t'ont amené à créer ce nouveau projet. Donc. Oui, sachant que effectivement, déjà quand on commence à poser la question du comment elle peut servir cet enjeu, d'autres gens reviennent en disant mais est-ce qu'elle peut tout simplement le servir, et avec des est-ce que c'est pas bonnes questions même peut-être et donc d'arriver à faire ce travail-là était extraordinairement riche parce que on a découvert d'autres communautés et réussi à travailler avec elles, et en effet a déclenché toute une série de réflexions suivantes. Ouvrons du coup plus large justement sur cette notion de futur. J'aime bien commencer par cette question pour comprendre d'où tu parles, quelle est la grille de lecture que tu poses sur le monde actuel et sur notre époque actuelle en fait. Qu'est-ce qui fait que on peut peut-être dire que le fonctionnement du monde aujourd'hui n'est pas celui d'il y a 20 ans? Par quelle langue tu regardes les choses? En tout cas, je vais le dire par mon cheminement à moi. Et mon cheminement à moi, ça a été justement il y a peut-être 3 éléments. Il y a un premier élément qui est que j'ai toujours eu une espèce de sentiment, de conviction pas très fondée, que j'ai fondé un peu plus tardivement, qui était que le fait de ne pas être en mesure dans sa tête, en tant que personne ou en tant que société, de se projeter d'une manière ou d'une autre, pas forcément positive, mais de se projeter, de raconter des choses sur le futur, est, au moins en Occident, une pathologie. C'est quelque chose de problématique qui, si on ne l'a pas, manque, et donc on va aller chercher ailleurs. Et qu'on va par exemple aller chercher dans des fantasmes identitaires, dans des choses qui, pas seulement un retour vers le passé, mais des retours vers des vérités fantasmées, parce qu'on a
si on n'a pas la possibilité de devenir quelque chose, on va essayer de savoir ce qu'on a toujours été. Et on n'a jamais, en fait, toujours été des choses. Et donc, je pense pour moi que le repli identitaire d'aujourd'hui, il est lié au fait que il n'y a plus, évidemment, sur le marché des idées, les grandes idéologies où il suffit d'essayer d'adhérer, la croyance dans le progrès, dans le communisme, l'avenir radieux, etc., etc. C'est pas que triste, mais rien ne remplace. Et donc cette question que j'appelais, jusqu'à ce que ce soit pris par quelqu'un d'autre, la question du désir d'avenir, elle m'habite depuis longtemps en fait. Et ensuite, il y a cette double question numérique et écologique, presque au sens presque métaphorique. Le numérique qui serait une sorte de principe de changement continu et de capacité à tout re-questionner. Finalement, ce que fait la FING depuis un moment, c'est pas forcément du numérique, c'est de se servir du prétexte quasiment numérique pour prendre un sujet sur lequel on n'avait pas d'historique, pas de légitimité, et dire tiens, au fait, et si c'était complètement différent et allons chercher les germes de changement, et allons imaginer, et allons se relier avec les gens qui sont dedans depuis longtemps, parce que ça change pas non plus sur la base de rien. Donc cette idée qu'en effet on est dans un monde qui change plutôt plus vite, et justement dans cette multiplication du nombre d'acteurs qui est vraiment quelque chose de très très structurant à mon avis. Et puis de l'autre côté évidemment le fait que on commence à peine à le voir au quotidien, mais on commence à le sentir au quotidien aujourd'hui sur des choses très concrètes, mais que la question ou l'une des questions les plus déterminantes de l'avenir, c'est la question écologique, la question climatique, de la biodiversité, etc. C'est celle-ci. On commence à le savoir. On sait que des cultures remontent vers le nord. On sait que un certain nombre de conditions de vie deviennent compliquées à des endroits où elles ont été là pendant des dizaines ou des centaines de milliers d'années parce que l'eau monte. On sait que la Louisiane va être inondée. On sait, etc. Donc, on sait, c'est-à-dire que c'est pas seulement de la prévision de climatologues, c'est que c'est en train de se passer. C'est qu'aujourd'hui, on érige des digues pour rajouter 5 ans à l'existence de telle ou telle petite ville, et on se demande combien de temps il y aura une Nouvelle-Orléans. Et donc, c'est quand même assez structurant. Donc, ces deux forces-là sont quand même déterminantes, et à nouveau dans cette tension-là, c'est-à-dire, si on peut le dire comme ça, moi, quand j'interviens devant des étudiants aujourd'hui, je dis on a cette tension compliquée entre une vision technologique qui nous a emmenés et dont on ne peut pas nier, et certainement pas moi, qu'elle est incroyablement excitante, mais qui est une vision de dépassement permanent des limites. Et une question écologique qui est une question qui tourne autour de l'intégration des limites, à commencer par celle de la planète, mais du coup les nôtres. Comment on arrive à mettre ces choses-là en relation? C'est extraordinairement difficile. Et mon idée, c'est que ça commence dans les têtes. Je vais citer un texte que j'ai trouvé sur la page à propos du site de la Pluralité Université. Ou l'université des pluriels, je sais pas si ça marche aussi en français. On appelle ça l'université de la pluralité. L'université de la pluralité. Alors je cite, alors que les siècles passés ont démontré les capacités des sociétés humaines à se transformer, nous apparaissons aujourd'hui démunis face à la nature et l'ampleur des transitions à venir. Les transformations technologiques, donc numériques, neurosciences, biotechnologie, etc., ouvrent la question du dépassement de l'humain par ses créations. La transition écologique nous invite à penser un monde dont les humains ne sont plus maîtres et possesseurs. Nous n'avons ni les outils ni les mécanismes collectifs capables de traiter la dimension anthropologique de ces deux transformations et encore moins de résoudre les contradictions qui les opposent. Donc c'est un peu ce que tu as commencé à poser. Donc qu'est-ce qui fait que tout ça est si particulier à ce moment dans le temps, à notre époque? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Tu as un peu touché du doigt ça, mais j'aimerais que tu développes si possible. Et qu'on semble en fait un peu dépassé presque par cette marche du monde. Comme si en fait on avait perdu la main sur notre avenir et qu'on était enclenché dans des processus qui nous échappent. Alors, on n'a jamais eu complètement la main sur notre avenir. Il n'y a jamais eu un récit qu'on se raconte. Un groupe qui a dit tiens, l'avenir ce sera ça, on va faire ça, etc. Ça s'est toujours passé aussi par toute une série d'épisodes, de jeux de force, etc. Mais quand même,
Mais on a un sentiment quand même aujourd'hui d'accélération, de perte de contrôle. Qui s'exprime d'ailleurs de manière frappante, c'est-à-dire même les plus enthousiastes de la transformation numérique, par exemple dans l'université de la singularité, bien nommée, même si elle utilise beaucoup moins ce terme-là depuis un moment comme par hasard, mais justement quand on décrit la singularité, c'est-à-dire cette idée qu'à un moment, les capacités des machines dépassent notre entendement à nous et que leur rythme d'évolution dépasse notre capacité à nous de les rattraper. Donc, où à un moment, leur capacité intellectuelle, de traitement, etc., deviennent incommensurables vis-à-vis des nôtres et irrattrapables. On va le désigner par le mot de singularité qui désigne en physique, en mathématiques, etc. un moment où un certain nombre de fonctionnements passent des seuils, passent des limites au-delà desquels on ne sait plus rien dire. Donc de décrire l'avenir radieux de l'humanité technologique en disant là on ne sait plus rien dire, c'est quand même curieux, quoi. C'est quand même très no future. Hein. En tout cas, no future visible. Ce qui est donc, on peut peut-être en parler, mais en fait, on ne sait rien. Oui, c'est paradoxal qu'il y ait un côté presque positif, à dire on travaille là-dessus, on fait de la recherche pour aller vers un point. Mais c'est la singularité, donc on ne sait pas. Et en effet, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne sait pas le dire à partir des manières habituelles de modélisation, de prédiction, etc. Qu'éventuellement, on sait le dire, en faisant de l'art, en faisant de la fiction, en racontant des histoires, enfin on sait le dire, on sait l'explorer en tout cas, mais sinon on ne sait pas le dire. Et du côté évidemment écologique, le point de fuite possible, c'est celui de l'effondrement, qui est un peu la même chose, pas la même chose dans la même direction, mais qui est au-delà de ça, on sait dire que ça s'effondre, mais on ne sait pas dire ce qu'il se passe après l'effondrement, si ce n'est que si ça s'effondre vraiment, ça a des chances de pas être drôle. On peut parler un peu de presque singularité écologique. On pourrait le dire d'une certaine manière. Après, voilà, il y a une raison pour laquelle ils n'utilisent pas. Et je pense qu'ils ont raison de ne pas reprendre ce terme-là dans la perspective. Donc, effondrement fonctionne très bien et dit bien ce que ça dit. Mais quand même, ces deux perspectives-là, qui sont pour moi un peu les deux grandes perspectives dominantes de l'époque, bon, elles sont pas très drôles, lourdes, elles sont subies. Toutes les deux sont des perspectives subies, c'est-à-dire ça se passe par les dynamiques d'aujourd'hui nous amèneraient, parce qu'évidemment, c'est difficile d'avoir l'une et l'autre. C'est pas complètement impossible, on le trouve dans la science-fiction, hein, dans en gros, le cyberpunk d'aujourd'hui, mais c'est quand même difficile d'avoir l'une et l'autre, parce que s'il y a effondrement total, il n'est pas certain que le monde des machines soit encore même alimenté, par exemple. C'est la Blade Runner, ou voilà, on peut le trouver. Enfin, c'est quand même difficile, mais enfin, en tout cas, ces deux perspectives sont plutôt compliquées pour nous, subies, c'est-à-dire qu'il y a, si on fait rien, ça se fait comme ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et c'est donc très loin, en tout cas, des moments où l'humanité s'acheminait dans sa tête, vers un avenir radieux, quel qu'il soit, technologique, communiste, religieux, de progrès, des formes de progrès ou des formes d'espérance, pour prendre par exemple, pour aller plutôt du côté théologique. Ces choses-là ayant tendance à disparaître, et à nouveau, il n'y a pas que du mauvais à ça, parce que le XXe siècle a eu aussi pu avoir des usages assez sombres des grandes idéologies, mais sans être remplacés. Voilà, et les deux sont quelque part des perspectives assez réalistes. Alors la question de la singularité, son problème, c'est que elle suppose que la technologie évolue toute seule, ce qui n'est pas vrai, et où donc la singularité technologique, pour moi, je pourrais décrire si on a le temps, mais elle arrive comme ça si on décide que c'est comme ça qu'on produit la technologie et qu'on l'utilise. C'est un agenda très particulier, mais très réel, qui pense la technologie comme un substitut aux personnes, en particulier dans le travail, mais peut-être pas seulement dans le travail. C'est un agenda très étrange, mais qui est en effet puissamment dominant. La question de l'effondrement, c'est à nouveau, voilà ce qui se passe si on fait rien, et pour certains, voilà ce qui se passe même si on fait quelque chose. Alors, on a le but affiché de l'Université de la Pluralité, donc, est de nous aider à retrouver des capacités d'agir sur l'avenir en travaillant sur les imaginaires.
En quoi les imaginaires actuels, justement, posent problème? Tu en as un peu parlé, tu as développé 2 types d'imaginaires, enfin, notamment le type d'imaginaire technologique qu'on a. Mais pour beaucoup, on a l'impression, enfin, en tout cas, j'ai l'impression peut-être à tort, que finalement, on arrive encore tout à fait à se projeter dans un avenir linéaire par rapport à ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire toujours plus de croissance économique, de progrès humain. Certains vont dire que finalement le monde n'a jamais été aussi bien qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu aussi peu de violence et qu'on n'a jamais honoré autant de monde. Donc cette idée de progrès humain existe toujours quelque part pour beaucoup de personnes. Donc en quoi ça pose cet imaginaire-là collectif et qui devient un peu dominant, puisqu'il n'y a plus vraiment d'autres blocs de pensée? Pourquoi il pose problème? D'abord parce que, au moins en Occident, mais pas seulement en Occident, c'est plus un imaginaire d'adhésion. C'est un imaginaire, c'est comme ça. Mais c'est plus un imaginaire d'enthousiasme. On n'oserait plus faire les publicités de la ménagère hyper heureuse avec son nouvel aspirateur, de l'American Way of Life, etc. C'est plutôt, c'est comme ça, on sait pas trop raconter autre chose, mais c'est pas une projection incroyablement joyeuse. Alors c'est pas tout à fait la même chose dans les pays qui accèdent à la consommation, même si cette question, elle est quand même beaucoup posée, même en Chine, elle est posée, la question écologique évidemment est très fortement posée en Chine, mais même la question du sens, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on fait ça, à partir du moment où évidemment on mange. Alors on peut le retrouver vis-à-vis de plusieurs choses. D'abord, c'est pas parce que les conditions matérielles de l'existence s'améliorent quantitativement que pour autant on est plus heureux. Ça c'est voilà, les besoins sont infinis et donc à partir de là, la question se pose vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ce qu'il y a en référence, etc. Et puis à nouveau, il y a la question écologique, c'est-à-dire que il n'est pas faux que certains des objectifs du millénaire ont été atteints, que une partie de la population est sortie de la famine, etc., etc. Mais la probabilité, c'est que on se heurte au mur du fait qu'on peut pas continuer de le faire comme ça, c'est-à-dire de considérer que les objectifs suivants soient encore du plus, et qu'à un moment, on se heurte à des limites planétaires. Pour le moment, ça va encore parce que au lieu de tuer des humains, on tue des espèces animales. Hein. On est à la 6e extinction animale, donc voilà, on remplace. Je sais pas exactement comme ça que ça se passe, mais enfin si je caricature, on remplace la biomasse d'autres êtres par la nôtre, et donc on a l'impression qu'il reste de la place jusqu'au moment où on commence à avoir du mal à polliniser les fleurs, et où on commence à se dire tiens, si on faisait des drones qui faisaient le boulot des abeilles, ce qui devient quand même un peu absurde. On peut dire mais si au fait on les tuait pas, ce serait pas. Donc c'est plus un récit d'adhésion, c'est plus un récit joyeux, c'est un récit que c'est comme ça, on sait pas penser autrement. C'est un récit qui quand même ne marche plus pour toute une série de gens, et on voit bien, et qui du coup ne marchant plus, notamment pour pas mal de gens en Occident. Parce que, malgré tout, la montée du niveau de vie d'autres pays se fait en partie au détriment de l'emploi industriel, par exemple, en Occident, et c'est comme ça. Il est remplacé par une forme de, non pas d'espérance ou de désir, mais de rage. C'est-à-dire, ce mode de vie, que j'en ai pas connu un autre, c'est pas forcément celui de mon espoir, mais c'est celui qui disparaît. Et il va falloir que je trouve des coupables pour savoir celui qui disparaît, qui est, à mon avis, la manière dont j'expliquerais le Trumpisme, par exemple. C'est-à-dire, ce sont des personnes dont le mode de vie disparaît et qui ont besoin de trouver des coupables, de trouver des certitudes immuables. On va presque dans l'excès de ce récit. Oui, Naomi Klein, alors, elle parle plutôt de personnes très favorisées, mais dans son livre, avant-dernier livre, j'ai oublié le titre, mais sur le climat, qui est remarquable, elle passe un moment dans une conférence climato-sceptique. Et elle en ressort avec cette conviction que je partage et qu'elle démontre très bien, qui est, ou qu'un Latour raconte très bien aussi, Bruno Latour, qui est qu'en fait, ces gens-là savent très bien ce qui est en train de se passer. Ils sont pas plus idiots que d'autres, etc. Mais ils ont aussi parfaitement compris que si je crois
dans le caractère humain, la source humaine du réchauffement climatique, du changement climatique, je ne peux pas continuer à ce moment-là d'adhérer complètement à l'American Way of Life, justement à cette idée d'une croissance continue de la consommation, etc. Et comme je ne peux pas ne pas continuer à croire à ça, je vais décider de ne pas croire au fait du changement climatique. Et donc vous voyez, tu vois que ça se passe d'abord justement dans les têtes, dans les imaginaires, dans la manière dont on donne sens aux choses, dont on les juge, dont on les relie à sa construction comme personne. Et c'est ça qui coince aujourd'hui. Et c'est là-dessus, à mon avis, qu'il faut travailler. Aujourd'hui, on a un récit dominant au niveau mondial, qui est largement dominant en tout cas, qui est ce récit de la croissance, quelque part, et où tout le monde se retrouve autour notamment de la croyance dans une valeur commune qui est l'argent et l'accumulation donc d'argent pour pouvoir consommer, pour pouvoir développer un certain niveau de confort, etc. Comment on fait pour remplacer un récit aussi puissant à l'échelle mondiale et surtout pour mettre tout le monde d'accord, sachant qu'il y a des Français, des Chinois, des Indiens, des Nigérians? Justement, notre conviction nous, c'est que on abandonne l'idée qu'il faut mettre tout le monde d'accord. En tout cas, que c'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui, parce que ça, c'est carrément inatteignable. Et que l'idée, c'est déjà, et on a raison de me dire on n'a pas le temps, mais malheureusement, on n'a pas la possibilité, à mon avis, de faire autrement, c'est déjà d'être capable d'imaginer que d'autres choses soient possibles. On est des animaux, il y a plein de choses que je ne partage pas avec un Yuval Harari, notamment justement sa vision du fait que tout ça va se résoudre quelque part. Il n'y a pas beaucoup d'environnement dans sa très vision. Technosolutionniste. Oui. Mais il y a une chose que je partage, qui est que ce qui nous constitue, c'est d'abord les imaginaires. C'est-à-dire que nous fonctionnons en nous racontant des histoires, nous fonctionnons par métaphore, par image, et que c'est comme ça qu'on donne sens aux choses qu'on vit, à toutes les choses qu'on vit. Et donc, nous sommes complètement structurés autour de l'idée qu'effectivement, nous étions les maîtres et possesseurs de la nature, que tout le reste était des ressources, que ces ressources n'étaient pas vraiment ou pas sérieusement épuisables, et que la question, c'est en effet de toujours améliorer, augmenter, etc., la performance, la quantité, pas que pour des choses futiles, hein, c'est de la même manière que se construit la médecine occidentale, hein, voilà, le corps est une machine et on va trouver des manières toujours plus performantes de le réparer, c'est le même genre de perspective. Est-ce qu'on est capable d'imaginer d'autres récits que ça, et on n'a pas besoin d'en imaginer un seul, et surtout pas d'imaginer le bon récit, mais déjà est-ce qu'on est capable de s'en raconter d'autres alors, et d'autres que ceux existants, parce qu'il y a déjà des récits alternatifs, il y en a déjà pas mal, non? Oui, mais qui sont, pour moi en tout cas, souvent un récit, c'est quelque chose, une image personnelle, un imaginaire, c'est quelque chose, c'est pas juste une construction raisonnable et rationnelle. Genre, si on fait ça, alors on va changer ça, et telle chose va aller mieux, etc. C'est une capacité à se projeter dans un monde qui fait sens pour nous. Et donc à s'imaginer soi-même dedans, imaginer ses relations avec les autres, à imaginer son cheminement, son fonctionnement quotidien, etc. Et ça, pour moi, ça n'existe pas ou pratiquement pas dans les récits alternatifs. Pour moi, arrive à dire pourquoi ça ne va pas et ce qu'il faudrait rationnellement faire pour que ça aille. Et ce qu'on voit bien, la question permanente dans le champ de l'écologie, qui est comment se fait-il qu'on sait ce qui va pas, qu'on sait même un certain nombre des choses qu'il faudrait faire, même si on peut en débattre évidemment, il faut une taxe, il faut pas de taxe, etc., mais qu'on fait rien, ou pas grand-chose, ou si peu. Et notre conviction, c'est que ça commence justement par ça commence par la capacité à s'imaginer vivre dans un monde qui fonctionnerait selon des régimes différents. Ça, c'est très difficile. Et ça, pour nous, ça commence délibérément par la fiction, par les arts,
par les utopies, c'est-à-dire des constructions qui assument leur côté fictionnel, même si elles peuvent être très construites, très élaborées. Donc par un détour qui sort du seul discours de la raison et qui permet à la subjectivité de s'exprimer, qui nous permet à nous comme personnes de nous projeter. Et puis la deuxième chose, juste je termine, je sais que je suis long là-dessus, mais c'est que du coup, s'il y a subjectivité, s'il y a métaphore, s'il y a image, il y a diversité et il y a évidemment culture. Et donc une des questions évidemment fondamentales là-dessus, c'est aussi comment ça se raconte, pas seulement en Occident par ceux qui jusqu'ici ont une sorte de monopole du discours sur le futur, c'est-à-dire les gens comme moi, si j'ose dire, hein, c'est-à-dire les mâles blancs de plus de 50 ans, mais comment ça s'exprime en Afrique subsaharienne, comment ça s'exprime en Chine, comment ça s'exprime en Inde, à partir de substrats culturels, même d'une relation au temps qui vont être différents, mais aussi d'espérance, de situation de vie, de démographie, etc. Et c'est au moins nécessaire parce qu'évidemment, comme on va représenter une vingtaine de % de la population mondiale dans le futur, si prétendre que le discours vient uniquement de notre approche vaguement cartésienne et serait problématique. Non, je comprends qu'il y a cette nécessité d'aller prendre en compte en fait les différentes cultures, les différentes manières de raconter les histoires pour qu'il y ait une adhésion réelle et pour que ça puisse changer. Néanmoins, est-ce qu'on n'a pas besoin d'avoir un socle commun qui puisse susciter l'adhésion du plus grand nombre si on veut espérer, un socle commun qui soit par exemple d'admettre les limites planétaires, pour qu'on puisse avoir un changement effectif réel et que dans la manière dont on agit. Mais je le dirais un peu autrement. Les gens qui réunissent aujourd'hui l'Université de la pluralité et qui viennent vraiment du monde entier de cultures différentes, même si c'est un petit réseau, hein, l'admission rationnelle des limites de la planète est partagée. Mais c'est pas ça la question. Ça, c'est relativement partagé. Un peu partout dans le monde aujourd'hui. La question, c'est la projection, en se disant, oui, mais une fois que j'ai admis ça, à quoi pourrait ressembler le monde après ? Et en fait, c'est pas choquant que ce monde ressemble à des choses différentes, à des endroits différents. Et du coup, la question qui pourrait être intéressante, ce serait de dire, à partir du moment où on commence à avoir des conversations nombreuses et des capacités et à répandre des capacités à se projeter, à se raconter ces histoires, à se les raconter à soi-même, et puis à les raconter à quelqu'un d'autre, et à en débattre avec quelqu'un d'autre. Le futur étant un assez bon endroit pour être en désaccord les uns avec les autres, parce que comme aucun d'entre nous ne sait ce dont il est fait, on peut être en désaccord sans être obligé de se tuer. Et donc c'est bien dans la période actuelle d'avoir cet espace-là, et ça manque. Et donc, voilà, ça peut donner naissance à des formes de conversation qui, y compris à des niveaux interculturels, etc., dans lesquels la question n'est pas d'être d'accord sur ce qu'on veut vivre, mais éventuellement, petit à petit, à partir de cette capacité-là qui aujourd'hui manque, de commencer à imaginer quelles sont les choses qu'on peut faire en commun pour que nos différents destins deviennent possibles. C'est plutôt ça qu'aujourd'hui on chercherait, d'où l'idée de dire, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la pluralité des futurs, c'est pas de dire, voilà celui vers lequel il faut aller, même dans le cadre de l'effondrement, comment je vis un éventuel effondrement à partir sur le mode de la résilience des villes en transition, qui est une modalité culturellement très britannique, de communautés très soudées au niveau d'un village, etc. Et donc ça vient évidemment de Rob Hopkins qui est britannique. C'est passionnant. Comment ça se passe à Lagos, c'est marrant de voir comment plusieurs romans de science-fiction nigérianes ou américano-nigérianes imaginent que c'est à Lagos, au Nigeria, que les extraterrestres décident d'arriver. Et pourquoi ils décident d'arriver là ? Parce que c'est mon interprétation, mais en général, quand ils arrivent aux États-Unis, ils sont accueillis par une rangée de chars, des journalistes héroïques et des généraux à jugulaire. C'est pas très marrant, c'est pas terrible. La relation est quand même un peu étrange.
ils arrivent à Lagos, c'est une communauté tellement diverse, bordélique, que c'est juste un ajout au bordel ambiant, intéressant, compliqué, parce qu'évidemment, voilà, et on peut négocier, quoi. Et c'est beaucoup plus intéressant, la manière dont c'est raconté, ça. Et l'extraterrestre, ça peut être l'effondrement, justement, d'une certaine manière. C'est un changement radical des conditions de vie. Comment on va le négocier à différents endroits. Et si on peut commencer à échanger autour de ça et à s'intéresser à la manière dont, justement, dans une métropole qui peut-être en fait est la préfiguration de la métropole post-effondrement comme telle que Lagos, comment ça se négocie là, eh bien on peut probablement trouver des chemins qui à un moment vont trouver en tout cas des plateformes minimales de transformation. Donc c'est pas tant essayer de trouver une alternative mondiale au récit de mondialisation qui est devenu dominant, c'est de revenir à ce qu'on avait finalement il y a avant la mondialisation, à des choix très, très locaux, des cultures locales très fortes qui font leur propre récit et qui agissent en fonction de ce récit qui se sont créés. À ceci près que, évidemment, le monde mondial, il ne sera pas complètement d'être mondial, même s'il y a effondrement et donc relocalisation d'un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'il y a dialogue, mais ce qui est hors de portée et plutôt heureusement hors de portée, c'est la définition une fois pour toutes du futur. Et c'est pour ça que souvent, quand on nous relie à l'université de la singularité américaine, donc de la création de la Silicon Valley, qui utilise ce mot de singularité, mais qui aujourd'hui a plutôt repositionné ça autour des objectifs du développement durable des Nations Unies, comme tout le monde, c'est très à la mode, en disant, en fait, on va utiliser les technologies exponentielles pour résoudre les grands problèmes de l'humanité. Et ce que je dis là-dessus, c'est probablement, à côté de l'effondrement, le grand discours dominant. Il est évidemment, on n'a pas le temps de le décrire, mais il est déconnant comme les autres. Ça n'arrivera pas comme ça, il y a plein de raisons, mais c'est une fiction extraordinairement puissante. Aussi parce qu'économiquement oui, mais parce qu'elle est excitante, ouais. Aussi parce qu'elle est intéressante, parce qu'elle peut être portée, parce qu'elle se relie quand même à l'imaginaire de beaucoup de scientifiques, etc. Et donc il s'agit pas de la disqualifier, de dire ah non mais ça c'est mal et puis tous les autres c'est bien. Nous ce qu'on essaie de dire c'est c'en est une, elle est puissante. Enfin il y a du bien et du mal à en dire comme de toutes les autres. Le problème c'est qu'elle soit tellement seule. Et donc, je l'aime tellement que j'en voudrais 1 million de la même force. Voilà, c'est ça un peu ce qu'on cherche à dire dans l'université de la réalité, que d'autres puissent le raconter à partir de manières de vivre ensemble, ou à partir d'une vision complètement différente de ce que serait la technologie, ou à partir comme le font certaines personnes du réseau, à partir d'une autre manière d'être avec les autres êtres vivants dont on commence à comprendre qu'ils ne sont pas, qui ne nous ont pas laissé le monopole d'aucune des caractéristiques de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence. Et voilà, tous ces récits-là pourraient commencer à se tisser, et c'est de là que peuvent surgir des alternatives. Tant qu'on est dans du discours contre discours, raison contre raison, je pense qu'on ne changera pas. Et donc on subira les transformations et technologiques, c'est-à-dire celles portées par les acteurs de la technologie dominants, et les transformations écologiques, parce qu'on n'arrivera pas à agir. Donc ça serait de tout ce travail qu'on va consister à faire émerger des récits alternatifs plus attrayants que finalement ce qu'on a presque par défaut aujourd'hui, et pas forcément commun à tout le monde. Certainement pas commun à tout le monde. Et même le côté attrayant est compliqué. C'est des plus engageants, dans lesquels on puisse exister. Même s'ils ont des côtés sombres, c'est frappant de voir à quel la science-fiction des années 60-70 est une source d'inspiration, a été la source d'inspiration d'un très grand nombre des premiers entrepreneurs du net. Cette science-fiction est souvent sombre, très sombre. Neuromancien, Samouraï virtuel, Philippe K. Dick, c'est pas l'avenir radieux. Et pourtant, ça a inspiré les gens. Alors il y a un côté très américain, c'est parce que dans cet avenir sombre, il y a un vrai, en général, c'est un vrai, qui lui s'en sort. Donc il y a le côté cow-boy. Donc en fait, la question c'est pas celle de l'avenir sort, c'est moi je veux être celui-là. Mais malgré tout, donc on peut avoir une relation forte et émotionnelle, et qui peut construire le changement, y compris à partir de descriptions qui ont des côtés très sombres.
Quelles sont les grandes lignes de faille, justement, les principaux signaux et je dirais les matériaux qu'on utilise pour construire un imaginaire autour du monde qui vient? Tu vois, on pense à la technologie, évidemment, dont tu viens de parler, de plus en plus à l'environnement aussi. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête, en fait, au risque de passer à côté un peu du sujet avec quoi on travaille? C'est difficile de dire ça parce que faut même pas dire aux gens il faut que tu aies telle dose de techno, telle dose d'environnement, etc. La question c'est d'arriver à... Ce serait plutôt des recommandations, on pourrait dire un peu de méthode, pour arriver à densifier, complexifier un récit, une image, etc. Le premier, c'est d'avoir un vrai point de vue. Je montre des fois à mes étudiants, si vous dites que le facteur clé du futur, c'est la technologie, vous allez raconter un certain nombre de types d'histoires qui n'auront rien à voir avec celles que vous raconterez. Si vous considérez que le facteur clé, donc le fait déclencheur, on pourrait dire, ou l'élément structurant du contexte, c'est l'environnement, ou c'est autre chose, ou c'est... la démographie, ou etc. Donc c'est un premier élément, c'est choisir un vrai point de vue et s'y tenir, même s'il est incomplet, alors pas forcément unique, mais le choisir. En science-fiction, on dit que l'histoire dépend de la capacité à construire un monde dans lequel se déroule l'histoire, même si le monde n'est pas forcément décrit. Le deuxième élément, c'est qu'il y ait des personnes. Trop souvent, les discours prospectifs sont des discours dans lesquels il n'y a pas d'acteurs. Il faut ça, il se passe ça, tout le monde se met d'accord sur ça, etc. Éventuellement, il y a des acteurs qui sont des acteurs structurants, acteurs publics, qui miraculeusement, alors que c'est pas vrai aujourd'hui déjà, quand ils appuient sur un bouton, ça se passe comme c'était prévu. Et s'il y a des acteurs, c'est des acteurs qui ont eux-mêmes des intérêts, pas forcément les mêmes que les autres, etc. Et donc, il faut une complexité du monde dans lequel les choses se passent. Il faut des rebondissements. Quand on avait travaillé justement sur les transitions, on avait considéré que les transitions, c'était en fait des récits. On les avait structurés à partir d'un certain nombre de principes de ce qu'on appelle la narratologie, la science des récits. Et on obligeait les groupes à avoir un ou deux moments, une ou deux péripéties où ça se passait mal. Histoire de pas se dire on a raconté un futur et puis ensuite on va raconter la marche triomphale vers ce futur, qui veut dire que évidemment et du coup non, il faut raconter le moment où ça va pas, où un truc casse, où il y a un désaccord très fort, etc. Et où du coup la fin va être changée par ce qui va se passer sur le chemin. Donc voilà, ce serait plutôt que de dire voilà tous les ingrédients qu'il vous faut, c'est plutôt voilà comment il faut les mélanger. Il faut les mélanger avec de la subjectivité, avec des acteurs, avec de la complexité, avec des choix. Prenons en compte le paramètre humain aussi. Oui, les acteurs, c'est des humains organisés ou pas organisés, mais c'est des humains. Il faut de la subjectivité. L'imaginaire, c'est d'abord une manière qu'ont des personnes ou des groupes humains de donner sens, un sens personnel, subjectif, à ce qu'ils perçoivent et à ce qu'ils font. Et donc, s'il n'y a pas de subjectivité, il n'y a pas d'imaginaire. Il n'y a que des constructions rationnelles, plus ou moins fictionnalisées, storytellées, et ça produit rien. Est-ce que toi, tu as travaillé sur un récit? Peut-être, sur quelle géographie, à quelle échelle de temps? Soit un récit, une projection comme ça un peu alternative, et puis après j'aimerais bien aussi connaître ta projection de l'avenir, en fait, en dehors de comment tu vois venir les choses. Alors je sais pas exactement comme ça que je fonctionne en général, mais moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt les potentialités, justement, et c'est d'augmenter au travers de l'université de la pluralité, dans ce que je fais en général d'ailleurs, c'est plutôt d'augmenter les potentialités d'agir sur le futur et d'augmenter le nombre de celles et ceux qui sentent qu'ils et elles ont ces potentialités-là. Donc, pour le prendre autrement, on a fait l'an dernier une sorte de preuve de concept qu'on appelle Work Plus sur les futurs du travail, et où ce qui nous a intéressé, c'était pas de dire voilà les futurs du travail, c'était de prendre. On a collectivement rassemblé 150 morceaux de fragments de futur qui étaient des choses, des images du futur du travail
qu'on trouvait aujourd'hui dans la fiction, science-fiction ou autre, dans les arts plastiques ou les arts de la scène, dans le design, etc. Il y a une branche du design qui s'appelle le design fiction aujourd'hui qui travaille explicitement sur la question du futur. Donc on les a rassemblés et on s'est dit, est-ce qu'on peut en faire des matériaux de réflexion collective, par exemple dans une entreprise ou entre partenaires sociaux, etc., sur les futurs du travail, qui ouvrent un peu le champ par rapport au débat actuel sur le futur du travail, qui est incroyablement centré autour de la question intelligence artificielle, ubérisation, qui sont deux vraies questions, hein, mais vous le preniez 5 ans avant, c'était l'équilibre vie professionnelle vie travail, 5 ans avant, donc en fait. Voilà. Est-ce qu'on peut rouvrir ce champ? Est-ce qu'on peut justement mieux traiter du fait que on est tous dans des situations compliquées au travail? Finalement, on aimerait le salarié, on le regrette jusqu'au moment où on se souvient à quel point c'était chiant et contraignant. Et donc voilà, qu'est-ce qui fait que on saurait raconter, réouvrir vraiment l'éventail à la fois des sujets possibles, des images possibles, etc. Avec Amandine Brugière qui aujourd'hui s'occupe des questions notamment prospectives à l'ANAC, l'Agence pour l'amélioration des conditions de travail. Il y a quelque temps, on avait fait cet exercice et on était arrivé par exemple à une idée intéressante. Je vous prends juste cet exemple-là, qui était de se dire finalement, on constate que les gens passent, notamment les jeunes, de moins en moins de temps dans une entreprise donnée. De leur faute, de leur fait, ou du fait de l'entreprise. Mais qui fait que l'idée selon laquelle l'entreprise prendrait une responsabilité vis-à-vis de l'évolution professionnelle, la formation, du devenir, etc. de la personne, devient une fiction. Et du coup, en réfléchissant à ça, on avait réimaginé des formes de guildes en disant finalement, l'entreprise devienne des lieux de projet. L'endroit où on se préoccupe du devenir professionnel des gens, c'est un endroit, ce sont des guildes professionnelles, de gens qui s'intéressent et qui vont répondre, elles, aux demandes des entreprises en disant je vous conseille de prendre telle personne sur tel projet. Bon, ça, je dis pas que c'est bien ou pas bien, je dis que quand on réouvre le champ, on peut faire des pas de côté qu'on est incapable de faire autrement en prolongeant. Et donc là, on va un cran plus loin en démarrant à partir de la fiction. Et on est en train de le tester aujourd'hui dans le cadre d'entreprises, etc. En disant, voilà, c'est parce que vous passez par quelque chose qui a rien à voir avec votre expérience quotidienne que vous pouvez commencer à imaginer entre vous des possibilités qui, sinon, seraient mentalement inaccessibles. Alors là, on est dans un cas bien précis où on prend de la fiction existante pour rendre les gens capables de se projeter un peu autrement. D'autres, comme par exemple Bright Mirror actuellement, travaillent dans une autre idée qui est aussi intéressante, qui est de dire rendons les gens capables de produire eux-mêmes de la fiction. Là, en l'occurrence, Bright Mirror essaye de prendre le contre-pied de Black Mirror pour écrire des fictions positives sur le futur. Ça marche parfois bien, parfois moins bien, mais c'est très intéressant la manière dont... Et ce sont en fait des sortes d'ateliers d'écriture en accéléré sur des sujets, et avec cette idée qui est de dire, en fait, on croit que plus de gens qu'on ne le croit d'habitude, sont en capacité, si on les met dans le bon contexte, si on les y aide, de produire des idées intéressantes à propos du futur, que c'est pas juste un truc de spécialiste, que c'est pas un truc qui sert à rien, etc. Et donc ils le mettent en œuvre au travers de ces ateliers qui produisent des choses intéressantes. Donc redonner sa juste place à l'imagination. Oui, la considérer comme fondamentale, comme structurante de toute façon. C'est-à-dire que même si on ne croit pas, même si on se croit très rationnel, en fait, on fonctionne à partir d'un imaginaire, qui peut être celui du progrès ou autre chose, mais on fonctionne, on structure, on donne sens aux choses à partir de ça. Et donc l'idée, c'est réalisons-le, et du coup, en le réalisant, travaillons explicitement sur le fait qu'il pourrait y en avoir d'autres. Et au moins, exposons-nous à d'autres, et même essayons nous-mêmes d'être producteurs d'autres imaginaires. Dans cette méthodologie, il y a souvent aussi l'utilisation de ce qu'on appelle les signaux faibles.
Est-ce que toi tu as des signaux faibles favoris, enfin des choses en fait que tu vois émerger et sur lesquelles tu te dis là il y a vraiment un truc important dont on ne parle pas assez et qui va être structurant dans les années à venir? Le signal faible entre guillemets, c'est déjà celui des imaginaires. Alors j'ai l'habitude, et c'est normal, et c'est même bien, en général, quand on a l'impression d'avoir une idée forte, comme celle des imaginaires, on n'est pas seul à l'avoir eu dans le monde, et même là, en l'occurrence, on est relativement nombreux, ce qui fait d'ailleurs qu'un projet qui était un projet plutôt personnel, en disant « je veux travailler sur la question des imaginaires du futur », est devenu à un moment une conviction qui c'est encore plutôt que de rajouter ma voix comme producteur d'imaginaire du futur, ce que je ferais peut-être aussi, mais c'est pas très intéressant. Le plus intéressant serait de se dire, est-ce que, comme on constate qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que justement la transformation passe par la transformation des imaginaires, créons une plateforme pour faire en sorte qu'ils travaillent ensemble. Échangent déjà ensemble, partagent leurs pratiques, partagent leur contenu, le rendent accessible pour qu'éventuellement des gens puissent commencer à regarder ce qui se passe quand sur le même sujet on a 400 morceaux de 400 propositions imaginaires qui viennent du monde entier, etc. Et donc le signal faible, c'est pour moi déjà cette conviction de pas mal d'endroits que il y a besoin de travailler explicitement sur cette question des imaginaires, que la fiction, ça sert pas à rien, que au contraire, elle est structurante de nos capacités à imaginer des alternatives qui précèdent le fait de les mettre en œuvre. Et à nouveau, je l'invente pas, c'est aussi ce que une Isabelle Stengers dit depuis, ou une Donna Haraway disent et pratiquent depuis des décennies. Simplement, voilà, on est à un moment où je sens, moi, que c'est en train de prendre, c'est en train de bouillonner. Et le réseau Université de la Pluralité, c'est un réseau, c'est pas une université avec ses murs et ses profs et ses étudiants. Il va essayer de chercher à faire en sorte que ce bouillonnement-là, ça devienne une force dans la production d'alternatives. Dernière question que je pose de manière récurrente, qui est particulièrement à propos là. Est-ce que tu as 2-3 livres à nous conseiller pour se plonger justement dans le monde de demain? Oui, en fait, je vais en choisir 3 qui ont un point commun, tu verras, mais simplement parce que c'est probablement, pour moi, en tout cas personnellement, peut-être pas vrai pour d'autres, ceux qui ont produit le plus puissant décalage mental depuis de ces dernières années, c'est d'Anna Tsing, Le champignon de la fin du monde, de Vinciane Desprez, Que nous diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions, et de Baptiste Morisot, Les diplomates, qui est en fait un livre sur la relation au loup. Et ce sont 3 livres qui sur notre relation et sur la relation entre ce qu'on appelle la nature et ce qu'on a et notre construction d'humain ou nos constructions sociétales ou culturelles sont des chocs incroyables. D'abord parce que effectivement, Desprez en particulier, mais aussi Morisot nous montre que voilà, la construction d'outils, le langage, la mémoire, l'éducation, le changement d'habitude, l'humour, l'homosexualité, etc. Rien de tout ça n'est exclusif aux humains. Rien. La construction de sociétés complexes, la géopolitique, le marquage de territoire et la reconnaissance du territoire de l'autre, le dialogue, rien n'est spécifiquement humain. Et donc là, il y a un côté vertigineux qui est alors du coup, qu'est-ce qui devient possible et qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de nos relations? Et puis, non seulement rien n'est spécifiquement humain, mais là c'est plutôt chez Anna Tsing, il y a une incroyable interdépendance.
des deux côtés. C'est-à-dire que le champignon qu'elle décrit, c'est à la fois un champignon dont dépend de la forêt, parce que c'est un dispositif de communication, comme la plupart des champignons, si je comprends bien, mais qui lui-même pousse dans des forêts qui ont été dérangées par l'humain, et où se créent des communautés humaines, etc. Donc c'est une espèce d'aller-retour entre le monde social, le monde économique, le monde naturel, enfin le monde biologique, qui montre le tissage réciproque des choses, qui est que voilà, il n'y a pas une nature qui existerait séparément de nous et réciproquement, mais une interdépendance incroyablement puissante à laquelle on doit aujourd'hui être capable de réfléchir. Et là, elle le décrit en anthropologue, mais en même temps avec des communautés humaines, des situations, des caisses de champignons normalisés alors qu'ils ont été cueillis comme on pouvait avant, etc. etc. Et voilà, c'est 3 bouquins très accessibles et absolument passionnants. Bon, on rajoute tout ça à la liste de lecture de Sismic. Merci beaucoup, Daniel. Merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préférée pour être sûr de ne rien rater, et je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis, 5 étoiles si possible, sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible. Vous pouvez retrouver cet épisode sur sismic.fr avec toutes les références citées, ainsi que d'autres liens pour continuer à creuser les sujets évoqués. C'est Sismic, c'est demain et ça bouge. À bientôt.